présenter ce qu'est l'espace éthique Tarn Nord. Donc vous avez le logo sur votre droite. Au départ, c'est né de la volonté de praticiens de santé qui souhaitaient se questionner sur des problèmes sociétaux qui ont une incidence sur notre modèle de soins. À ce jour, c'est une association donc, qui est composée d'établissements de santé, d'associations et d'instituts de formation. Donc, y participent la Polyclinique Sainte-Barbe qui ce soir organise cette soirée, l'hôpital d'Albi, l'hôpital de Gaillac, la clinique Claude Bernard, l'association de soins palliatifs, Réseau Palide, l'ADMR de Brens et l'IFMS, Institut de formation au métier de la santé. La principale mission de l'espace éthique Tarn Nord, c'est de favoriser la réflexion éthique à partir de soirées comme celle-ci et de cinétique aussi. Ce sont des soirées où l'on présente un film dans un cinéma et qui est suivi d'un débat, et de produire des orientations ou des avis à partir d'études de cas. Je suis toujours un petit peu surpris, je vous le dis, que le sujet est aussi morbide, finalement, mobilise tant de monde. Le sujet, existe-t-il une mort intime? Bon. Peut-être, je ne sais pas, moi, il n'y avait rien à la télé ce soir. Bon. Il n'y avait rien, d'accord. Les mots-clés ce soir, ce seront les mots de soins palliatifs, éthique, dignité. On se propose quoi? On se propose d'accompagner le patient jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, tout en soulageant tous les symptômes inconfortables qu'il pourrait présenter, en les dépistant, puis en les soignant. Évidemment, au premier rang desquels il y a la douleur, mais aussi tous les autres symptômes inconfortables. Il y en a beaucoup, hein, par exemple les nausées, les vomissements, la diarrhée, la dyspnée, etc., etc. Ils soutiennent la vie et considèrent que la mort donc, est un processus normal. Ils n'entendent ni accélérer ni repousser la mort, ça, bien sûr. Ils intègrent des aspects psychologiques et spirituels. Chose particulière, ils soutiennent également les familles pendant le décès, avant le décès et après le décès, pendant la phase de deuil. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, même parfois des professionnels encore du métier, ces soins palliatifs sont applicables très tôt dans le décours de la maladie. Quand un professionnel, que ce soit un médecin ou une infirmière, pénètre dans une chambre, c'est toujours sous-tendu par un acte de soin. On va faire une prise de sang, on va faire un pansement, on va faire je sais pas quoi. Donc le danger dans ces cas-là, c'est que le patient ne soit plus considéré comme un homme, mais comme un objet de soin. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on risque de lui faire perdre sa dignité. Donc les bénévoles ne pénètrent dans la chambre que poussés, que par là. La simple raison qu'il y a là, dans cette chambre, un homme ou une femme qui souffre. C'est une sorte de prolongement de la société jusqu'au chevet du patient. Un de ces préalables, le premier, on va dire, c'est qu'il faut avoir bien réfléchi à cette philosophie, à cette éthique de la fin de vie. Il faut avoir mené une réflexion approfondie sur le prix d'une vie. Combien ça coûte la vie? Et il faut se poser cette question sous toutes ses formes possibles, y réfléchir. Le développement de l'esprit démocratique, la dignité maintenant ne désigne plus ce qui permet d'établir une hiérarchie entre les hommes, mais au contraire, elle désigne tout ce qui nous rapproche et tout ce qui nous met sur le même plan, tout ce qui nous rapproche les uns des autres. Tout ce qui exprime l'égalité fondamentale entre les hommes. Les choses ont bien changé, vous voyez. La notion de respect que vous avez dû citer dans votre, je pense, dans votre définition, je suis sûr que vous le saviez déjà, mais attention, c'est pas si facile à dire, c'est pas si facile à faire et à dire. C'est une autre conclusion. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'il y a encore assez de flou
dans la définition de la dignité, pour me laisser un peu d'espace pour essayer de vous convaincre que finalement, c'est encore plus compliqué que ce qu'on croit. Et si vous partez d'ici avec plus de questions que de réponses, nous aurons gagné notre challenge. Et je crois que l'idée de ne pas amener de vérité ce soir par rapport à la dignité me semble plus brillant que d'essayer de vous donner des recettes qui n'en seraient pas. Donc, la dignité est un concept, très honnêtement, que les philosophes abhorrent et pas adorent. La dignité est un concept suffisamment flou pour qu'il nous agace et qu'on y mette, vous l'avez vu déjà, les philosophes brillants comme Kant. Et je vois que si Éric Fiat vous vous affiliez à sa pensée, c'est mon prof de fac à l'école éthique de la Salpêtrière. Donc si vous vous affiliez à sa pensée, et que moi c'est mon prof, nous sommes cousins, docteur Cortés. Je vous la refais parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà. C'est parti. Donc, on vous dit, c'est beau. Alors, le buzz de Vincent Lambert. Vincent Lambert, vous connaissez tous. Alors, rapidement, bon, les philosophes, pour aller à la source, ils font de l'étymologie. Ils vont essayer de voir comment il est construit ce mot, d'où il est sorti. Donc, l'étymologie nous dit que la dignité, elle vient du latin, et M. Cortés l'a dit, du latin dignitas, le fait de mériter. Je l'ai mis en gros, ça, le fait de mériter. Ça veut dire dignitas, ça se mérite, la dignité, vous voyez. Et déjà, là, on sent qu'il y a un petit truc qui merdouille. Si ça se mérite, ça veut dire que peut-être, on n'y a pas accès à tous les coups. Pas à tous les coups. Bon, on va mettre ça à gauche, en bas. Puis il y a eu un glissement du sens, un glissement sémantique. Et dans le temps, on a parlé de dignité, et le Dr Cortés nous en a parlé, en termes d'apparence et de posture. Il parlait du gentleman, et je crois qu'Éric Fiat prend l'image dans son bouquin qui s'appelle Petit traité de dignité, je crois, aux éditions Larousse. Il prend l'image de cette vieille dame, avec la bouche pincée, les poings fermés, son petit chien avec le petit blizzard Burberry pour qu'il ne prenne pas la pluie, vous savez. Et elle a aussi les fesses serrées, elle a tout serré, tout est serré, elle est très digne, elle est sur ce trottoir, elle a cette dignité qu'elle peut perdre en un claquement de doigts si elle nous fait un accident vasculaire cérébral. Et là, le petit chien, il va se traîner son blizzard si personne ne s'en occupe. Et même quand il fera chaud cet été, il aura son blizzard Burberry. La pauvre dame, elle, va se retrouver allongée dans une posture peut-être beaucoup moins agréable que celle qu'elle maîtrisait sur son trottoir avec son petit chien. Et là, cette posture, elle peut la perdre, évidemment. Comme chacun de nous pouvons perdre cette posture. Donc, cette dignité posturale, évidemment, on peut la perdre. Et les philosophes donc adorent ce genre de réponse. La dignité, est-ce qu'on peut la perdre? Eh bien, les philosophes adorent dire oui et non. Parce que, évidemment, la dignité posturale, on peut la perdre, mais il en existe une autre qui est plus ontologique, c'est-à-dire dans l'être même, et qui est inaliénable, inaltérable, comme dit M. Cortés, c'est-à-dire inaliénable qu'on ne peut pas nous enlever. Fait de nous des êtres humains. Cette dignité-là, on ne peut la garder que si on se l'accorde soi-même ou si autrui nous l'accorde à nous-mêmes. Il se peut que nous puissions ne plus nous l'accorder à nous-mêmes. Quand on se trouve se décrépir, en déchéance, dans une maladie, en fin de vie, où on va uriner sur soi, où on va se baigner dans des couches, dans des sels, dans des odeurs nauséabondes. Dans ces moments-là, qui d'entre nous s'accorderait une forme de dignité? Dans ces moments-là, on ne s'accorde pas de dignité. Mais on se dit, mais ça, cette vie, est-ce qu'elle vaut le coup d'être vécue? Difficile de répondre oui. Difficile. Et le soignant, ce soignant qui va s'approcher d'un patient aussi relationnel, d'un patient même comateux, d'un patient psychiatrique monstrueux, qui va être violent même, et qui va nous apparaître comme un monstre en soi, est-ce qu'on va lui accorder la même dignité que celle qu'on accorde à un petit bébé qui vient de naître? Ce petit bébé tout rose, qui
qui ne demande que des petits bisous et des petits gousi-gousi. Ce monstre, plein d'urine, plein de sel, plein de tout ce qui nous dégoûte, nous, en tant que soignants, on peut ne pas accorder de dignité à cette personne et la lui retirer. Quelque chose, il a écrit des trucs qui méritent d'être critiqués aussi. Il dit cette dignité, elle est de fait pour chaque être humain du fait qu'il est humain. Je crois que c'était une phrase un peu comme ça. Ou c'est Ricoeur qui dit ça. Bon, imaginons qu'on change le mot humain par le mot lapin. Ça fonctionne aussi. Oui. Il y a une dignité dans chaque être lapin du seul fait qu'il est lapin. Mais cette dignité humaine, finalement, qu'elle soit au lapin ou à l'humain, si elle était intrinsèque, nous avons un devoir moral de l'apporter à chaque être vivant. Nous sommes déjà aux confins de ce que nous, Liégeois, pensons être le sud, et donc là on est sur la frontière du nord, pas loin de l'Aveyron. Vous voyez, ces terres dangereuses où nous avons trouvé à la fin du 19e Victor de l'Aveyron. Vous avez tous entendu parler de cette affaire. Victor de l'Aveyron, c'est un gamin donc qui aurait vécu dans les bois et puis il s'est débrouillé comment, on n'en sait rien. Si on parle de dignité, est-ce qu'elle peut se nuancer? De quelle dignité est affublé Victor? Vous savez que le docteur Jean Itard, collègue d'Esquirol, s'est occupé de Victor et il a essayé de prouver que cette humanité, elle était en lui et qu'il ne suffisait que d'aller la chercher, la réveiller. Il n'est pas arrivé comme il aurait aimé. Et à la fin de ses expériences, il l'a un peu abandonné à sa c'est pas sa femme de ménage, comment on appelle ça, sa gouvernante. Il l'a un peu abandonné à sa gouvernante, parce que d'abord il était sourd, Victor, et donc ça, il ne s'en est pas aperçu de suite, et il a eu du mal à revenir vers un niveau de langage et de conscience qu'il pensait récupérer bien plus vite que ce qu'il a fait. Donc cette dignité, est-ce que nous avons de la dignité si nous naissons et vivons dans la nature, dans un bois, ou est-ce que cette dignité, nous ne la récupérons une fois que nous réintégrons la communauté humaine? C'est une question. Je n'ai pas la réponse. Mais je trouve ça assez jubilatoire de poser la question. Nous, on s'interroge, et vous savez qu'on peut faire de la philosophie qu'une fois qu'on a le ventre plein. En fait, c'est notre luxe à nous de faire de la philo et de l'éthique, parce que nous avons le ventre plein. Les philosophes ont tendance à aller piocher dans la mythologie. Cette vulnérabilité qu'on va retrouver chez les patients en fin de vie, chez les personnes en fin de vie. L'homme, il est vulnérable de nature, on va le voir, mais quand il lui arrive une maladie, quand il tombe malade, quand il est en fin de vie, il est survulnérabilisé. Et vous allez voir qu'en plus de sa vulnérabilité intrinsèque, il ne faut pas grand-chose pour être encore plus vulnérable. Alors, cette forme de vulnérabilité de l'être humain, qui mérite d'être questionnée, et pour le questionner, les philosophes ont tendance à aller piocher dans la mythologie. Cette vulnérabilité qu'on va retrouver chez les patients en fin de vie, chez les personnes en fin de vie. L'homme, il est vulnérable de nature, on va le voir, mais quand il lui arrive une maladie, quand il tombe malade, quand il est en fin de vie, il est survulnérabilisé. Et vous allez voir qu'en plus de sa vulnérabilité intrinsèque, il ne faut pas grand-chose pour être encore plus vulnérable. Alors, je vais vous raconter rapidement le mythe d'Épiméthée, qui nous permet de comprendre notre vulnérabilité, on va dire, naturelle. Alors, Épiméthée, c'est un titan, et c'est le frangin de Prométhée, qu'on connaît mieux. Vous savez, Prométhée, c'est celui qui a fabriqué, lui, un petit pantin en glaise avec de l'eau, et Zeus, avec son souffle divin, lui a donné la vie. Et donc, toutes les créatures, Zeus s'en est occupé, il a distribué toutes ces créatures sur la terre, et il appelle Prométhée, il lui dit, bon, c'est un peu la pagaille là, sur la terre, il va falloir faire un truc, c'est que toutes ces créatures, elles sont mal organisées, il va falloir les équiper d'attributs
qui vont leur permettre de se protéger. Parce que là, on les voit, elles sont en train de s'agresser les unes les autres, se bouffent les unes les autres, on ne s'en sort pas, il y en a qui disparaissent, il y en a qui deviennent super puissantes, d'autres qui deviennent encore plus vulnérables. Il faut les équiper de qualité. Donc il lui donne la besace divine des qualités, et il dit à Prométhée, je te charge de distribuer les qualités à toutes les créatures. Et fais très attention, il faut que chaque créature soit nantie d'une qualité. N'en oublie aucune, c'est tellement important. Il faut que chaque créature soit nantie d'une qualité. Je te charge de cette responsabilité. Ok? Donc Prométhée redescend de l'Olympe, il prend sa besace et il tombe sur son frère Épiméthée. Et Épiméthée, il dit, ah ouais, ça a l'air super intéressant, moi je veux participer à ce truc, ça m'intéresse, je veux le faire, je veux le faire. Alors il dit, bon d'accord, tu vas le faire, mais fais très attention parce que le grand patron a dit qu'il fallait être équitable. Fais très attention à ça, il faut que toutes les créatures soient équipées d'une qualité. D'accord, très bien, écoute, je fais ça, aie confiance en moi, et tu viens voir à la fin si j'ai bien fait. Et donc, il va distribuer la force au lion, il va donner du venin au scorpion, il va donner une carapace à la tortue, il va donner une fourrure à l'ours pour se protéger du froid, il va donner des griffes à certains, des sabots à d'autres, il va donner la vitesse et la rapidité, et quand certains n'auront pas des attributs physiques, il va leur donner la capacité de génération, c'est-à-dire que par exemple le rongeur, il va leur donner la capacité de se générer beaucoup plus vite que par exemple leur prédateur, le renard, qui se générera moins vite. Mais le renard a d'autres attributs, il a la fourrure, il a les dents, il a cette rapidité, il a la ruse. Et par exemple le rat des champs, lui, il n'aura pas toutes ces capacités, mais il aura la capacité de se générer en nombre plus que le renard. Et ainsi de suite. Et donc voilà, il distribue des poils et des fourrures à certains pour se protéger du froid, des plumes à d'autres pour s'envoler et échapper à leurs prédateurs, et il vit de la besace en équipant toutes les créatures d'une qualité. La besace étant vide, Prométhée revient, lui dit alors, ben ça s'est bien passé, regarde ce que j'ai fait, tout le monde est équipé, jusqu'à ce qu'arrive un peu en retard ce bipède sans plume, nous dit Platon, un bipède sans plume. Le bipède sans plume, c'est pour caractériser la vulnérabilité de cette créature. L'homme arrive nu dans la nature. Il n'a pas de fourrure, il n'a pas de plume. C'est un bipède sans plume. Il n'a pas de poils, il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents. Il est que sur deux pattes, un bipède. Alors que s'il était sur quatre, il pourrait déguerpir plus vite pour se sauver. Pas question. C'est un être hyper vulnérable. Naturellement, par rapport à toutes les créatures qui sont nanties d'une qualité, celui-ci arrive que sur ses deux pattes et nu dans la nature. L'homme est nu dans la nature, il est vulnérable de nature, nous dit la mythologie grecque. Alors, Prométhée nous dit, ben voilà, on va se faire engueuler parce qu'on avait dit qu'il fallait que tout le monde en ait, et puis là, ce type, voilà, ce truc, il est vulnérable, il ne sert à rien, il va se faire becter en deux bouches de cuillère à peau, il ne va pas durer longtemps. Il va falloir faire quelque chose, sinon ce type-là est trop vulnérable. Donc il remonte dans l'Olympe, il va s'immiscer dans la forge d'Héphaïstos, il utilise le feu, et dans la chambre d'Athéna où il va y voler les arts. Et en grec, quand on mélange le feu et les arts, on obtient quelque chose qui s'appelle la techné. La techné, ça a donné chez nous la technique. Et avec cette technique, on va pouvoir fabriquer des outils, des armes pour se défendre, des habits pour se protéger du froid, des maisons pour s'abriter des prédateurs, des outils pour cultiver aussi. Et cette technique, elle est tellement puissante qu'elle peut aussi nous déborder. Elle peut passer dans ce que les Grecs appellent l'hybris, c'est-à-dire la démesure. Avec cette technique, non seulement on peut fabriquer des huttes, mais on peut fabriquer aussi des maisons en dur, et des maisons à plusieurs étages, et des tours, et des gratte-ciel, voire des tours jumelles, qui vont finalement s'écrouler quand deux petits moustiques vont venir les attaquer. Cette technique peut nous déborder en termes de démesure. Et cette technique, on va la retrouver dans la technique qu'on va mettre en œuvre dans les soins palliatifs sur les fins de vie. Parce que cette technique, et on parle de cette histoire du double effet, vous avez dû entendre parler de ça, parce qu'avec le même produit, et les Grecs ont aussi, moi j'adore les Grecs, et ils ont inventé plein de concepts, ils ont inventé le concept du pharmacone. Le pharmacone, c'est
un principe qu'il y a dans le médicament. Et dans le médicament, les Grecs disent que dans le même principe, il existe à la fois le remède et le poison. Si vous utilisez le bon médicament sur la bonne personne, au bon moment, sur la bonne pathologie, ça va être un remède. Si vous utilisez ce médicament par la bonne personne et par le bon moment et par la bonne dose, ça peut être un poison. Et donc l'art du médecin va consister à trouver ce kairos, c'est-à-dire le moment opportun d'utiliser à la bonne dose le bon médicament pour que ce remède soit un remède et pas un poison. Et dans les soins palliatifs, dans cette sédation profonde que le Sénat est en train de fustiger, puisque aux dernières nouvelles, dans la nouvelle loi de Leonetti, vous savez, qui est en cuisine actuellement, l'histoire de la sédation profonde est en train, et c'est la sédation profonde va rester, mais c'est la sédation profonde et continue qui risque de disparaître. Le mot continu risque de disparaître, au risque justement de tomber dans le poison, et que cette sédation profonde ne reste que dans le concept de remède. Alors, c'est un débat évidemment, c'est entre le Sénat et l'Assemblée, on va voir ce qui va se passer, mais cette sédation profonde, il ne faut pas non plus la confondre avec du suicide assisté. Ça n'est pas la même chose. C'est l'intention qui compte, nous dit Leonetti. Quand on a l'intention de pallier la douleur d'une personne, ça n'est pas la même chose que quand on met en œuvre le même principe médicamenteux pour le tuer, pour précipiter la mort. Dans le même médicament, on peut pallier la douleur, mais aussi finir la vie. Et c'est l'intention qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à l'apaiser ou est-ce qu'on cherche à finir une vie qui ne serait plus digne, ou du moins telle qu'on la considère en tant qu'indigne? Un objet peut être brisé, une vie peut être blessée. Une vie peut être brisée aussi dans le langage courant. Mais si on dit qu'une vie est brisée, ça veut dire que déjà dans notre tête, on réifie cette vie, c'est-à-dire qu'on la chosifie, on l'objectise, et qu'on ne lui accorde plus cette substance vivante. Si on dit cette personne est fragile, c'est que déjà on la pense plus comme un objet que comme une personne. Les personnes, elles sont d'abord vulnérables. Les objets, ils sont fragiles, ils ne sont jamais vulnérables. Vulnérables, ça nous oblige aussi à nous, humains, de penser que cette personne, elle a encore une chance de vivre des choses qui valent le coup d'être vécues. Et c'est en cela que nous, dans notre humanité, il me semble qu'il faut qu'on se défonce pour que ces fins de vie ne soient pas indignes, parce qu'elles peuvent l'être. Et ça, c'est ma pensée que je livre ce soir. C'est que la dignité est quelque chose qu'on ne peut ne pas accorder à autrui. Et du fait qu'on ne l'accorde pas à autrui, on va voir cette personne avec une vie indigne et on va la précipiter dans la mort parce que ça va déjà calmer nos angoisses en disant ben non, ça c'est plus possible, je peux plus souffrir ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné mon père en fin de vie avec des douleurs terribles sur des métastases à la colonne vertébrale. Les douleurs osseuses, on sait qu'elles sont très douloureuses. Et lui-même demandait en disant bon là il faut en finir, là j'ai vraiment très mal et c'est insupportable. Et donc avec les soignants on s'est cassé la tête, avec les médecins on s'est cassé la tête pour essayer de trouver cette sédation pour qu'il soit apaisé et que tout le monde s'apaise. Parce que évidemment dans la famille, autour de cet homme qui finissait sa vie, il y avait cette angoisse et cette douleur et cette souffrance qu'ont les proches dans ces accompagnements. Et il fallait aussi apaiser ces proches-là. Il fallait que tous nous nous apaisions pour trouver ce rapprochement et cet apaisement moral qui permet de rapprocher les uns et les autres et de finir dignement, tous ensemble, cette vie qui finit. Alors, quelque chose qu'ils n'auraient pas mérité. C'est un peu de la jalousie, vous voyez, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des types qui ont des choses comme ça. Il y a un gars qui, un compte de compétition, ça existe, on le connaît tous. Imaginons, un compte de compétition qui gagne la loterie. Mais c'est insupportable pour la plupart d'entre nous. C'est insupportable parce qu'on dit, mais ce type ne le mérite pas. C'est indigne de ce type. Et on va parler d'indignité là. Et on voit bien que c'est quelque chose qui se mérite ou qui ne se mérite pas. Et c'est-à-dire qu'on accorde à autrui ou qu'on n'accorde pas, évidemment.
Oui, t'es chouette aussi, tu verras. L'intimité, donc, ça parle du caractère indigne d'une chose et d'une personne. C'est souvent, j'adore aussi cette définition quand on essaie de définir une chose en parlant même de la chose. Là, celle-là, elle est un exemple. L'intimité parle du caractère indigne. Voilà, ça c'est une définition pour moi qui ne sert à rien. Et c'est dans ce danger, et c'est dans ce devoir moral que nous avons, nous, de nous décarcasser à la manière de Ducrot, et vous savez que c'est son boulot, eh bien nous devrions être les Ducrot de notre humanité. Il faut qu'on se décarcasse pour accorder sans cesse l'intimité à autrui, parce que c'est notre devoir comme un moyen. Ça veut dire un peu ce que la religion dit, vous savez, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, mais lui il dit en positif, dis fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse, ou fais-toi toi-même ce que tu ferais à autrui, mais en visant l'humanité en soi. C'est là où il est génial quand il dit, finalement il faut universaliser l'acte que nous avons vis-à-vis d'autrui, vers le monstre qui nous paraît monstrueux, ce type-là, plein d'urine et de sel, nauséabond, de la même façon qu'à ce bébé qui sent bon la naissance et le Nivea. Ça, j'adore cette odeur. Les mamans connaissent ça, peut-être mieux que les papas, mais j'adore cette odeur du bébé, vous savez, qu'on a envie de bisouiller sans cesse. Et bien celui-là, il va nous paraître beaucoup plus rassurant que le monstre qui sent les sels et l'urine, évidemment. Celui-là est monstrueux, celui-là est un alien. Celui-là est un alienus, comme nous disent les latins, et vous savez, alien, Ridley Scott qui en a fait, cette monstruosité qui pense qu'à une chose, c'est nous bouffer dans l'espace. Et puis il est moche, je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, Alien, mais Alien, c'est vraiment une mocheté. Et c'est une menace. Et donc l'alienus, on peut voir quelqu'un comme un alien, mais on peut voir quelqu'un comme un alter, et on peut en faire un alter ego, un autre moi, très rassurant. Un type qui me ressemble tellement que finalement je peux tomber amoureux de lui, évidemment, puisqu'il est même que moi. C'est dans la situation amoureuse, vous savez, cette âme que nous rencontrons et qui est parfaite. Oh, elle aime la même musique que moi. Oh. On a parlé de littérature, elle adore le même bouquin que moi. C'est moi, je me reconnais, quand je la regarde, je me vois. Oui, nous sommes mêmes, mais nous sommes aussi différents. Et ça, c'est le coup génial de Ricard de Yankelevitch, qui réconcilie cette contrariété du même et du différent. Oui, nous sommes mêmes par cette humanité, oui, nous sommes différents parce que nous sommes tous des êtres uniques et singuliers. Et c'est en cela que l'humanité, nous devons l'accorder à autrui, tout en faisant attention à sa différence. Et Montaigne nous dit, bien sûr, philosopher, c'est apprendre à mourir, bien sûr. Et apprendre à mourir, c'est quoi? C'est apprendre à bien vivre. Et bien vivre, eh bien, il faut le faire jusqu'à la fin de la vie. Et bien vivre, ça ne dépend pas que de soi, parce que quand on ne peut plus bien vivre par soi-même, il appartient à la communauté humaine d'accompagner dignement cette fin de vie. Les directives anticipées dans la loi Leonetti aussi sont une nouveauté et elles risquent de devenir contraignantes. C'est-à-dire, quand je dis elles risquent, pour moi ça me pose un problème et je vais vous expliquer pourquoi. Si les directives anticipées, vous savez tous ce que sont les directives anticipées, c'est une lettre que vous allez soit mettre sur un registre, soit donner à votre médecin traitant, et qu'on va pouvoir récupérer si vous n'êtes plus à même de réfléchir par vous-même et de vous exprimer par vous-même. Et donc ces directives anticipées peuvent dire, surtout ne me réanimez pas si je fais un arrêt cardio-respiratoire, laissez-moi tranquille. Et c'est souvent ce type de directives anticipées qu'on rencontre. Ne faites pas ceci, ou ne faites pas cela, ou plutôt faites ceci, et faites cela, si je suis dans tel ou tel état, ne vous acharnez pas, et surtout laissez-moi mourir tranquille. En gros, les directives anticipées. Et moi, ce que je propose, c'est que c'est un autre possible. D'accord, parce que si les directives anticipées deviennent contraignantes, elles vont empêcher le corps médical et les soignants d'exercer complètement et dignement leur art. Si il m'arrive d'imaginer, pour ceux qui connaissent un peu le diabète, il se peut que si on fait un petit coma diabétique, il suffit peut-être quelquefois d'un petit morceau de sucre pour récupérer. Donc, si vous tombiez inconscient et que vous ayez des directives anticipées en disant
Si je suis dans le coma, surtout ne me réanimez pas, alors qu'il suffirait d'un petit bout de sucre pour que le type se relève. Ce serait quand même dommage. Hein, voilà. Moi j'ai toujours un petit bout de sucre dans la poche, mais je ne suis pas diabétique. C'est ça, au cas où, on ne sait jamais, ça peut nous tomber sur le point du nez, cette affaire, donc soyons prudents. Bref, ces directives anticipées que je propose, c'est non seulement de laisser le pouvoir au médecin d'exercer son art, mais parce qu'il est, lui, le plus à même de dire s'il y a encore un bénéfice thérapeutique possible. C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est à lui de se déchirer avec les soignants, en équipe, pour voir qu'est-ce qui est possible en termes de meilleur possible, de meilleur accompagnement possible pour accompagner les personnes en fin de vie. Et ce que je propose, c'est ceci. Alors, je ne sais pas où je vais mieux le lire, mais peut-être comme ça. Cher médecin, si cette lettre vous parvient, c'est que je ne suis plus en état de décider pour moi-même. J'écris donc ces mots en obéissant à ma propre loi, libre, certes, mais dans une perspective où je serai contraint à la compétence d'un autre. Il me reste à souhaiter que ces mots tomberont entre les mains d'un homme qui me considérera comme même que lui, par l'humanité qui nous unit, mais aussi comme différent de lui, eu égard à la singularité qui nous est propre à chacun. Vous allez décider pour moi, et il est donc sage que vous ayez notion de qui je suis et de ce que j'attends de vous. Sachez que j'aime la vie et que j'ai dédié la mienne à soigner autrui. De facto, je n'ai pas l'intention de louper ma sortie et je souhaite que vous preniez connaissance de mes directives anticipées. Le type, il faudra qu'il soit un peu patient parce que la lettre... Mais c'est à ça qu'on va voir si c'est un bon médecin ou pas. J'ai toujours été exigeant envers mon entourage comme envers moi-même. Et aujourd'hui, je vous interpelle pour que vous convoquiez l'excellence de votre art, celle-là même que vous devez à chacun de vos patients et à leur entourage. Soyez donc celui que j'aurais choisi si j'en avais eu l'opportunité. Celui-là aurait été mon ami. Il aurait lu cette lettre jusqu'au bout, sachant que ces mots lui étaient adressés. Il aurait su que je lui confiais une part de mon âme et il en aurait pris soin. Non pas comme de la sienne, mais bien mieux encore, comme celle d'un ami. Soyez attentifs aux membres de cette équipe soignante dont vous faites partie. Ils ont des éléments précieux à partager avec vous, comme ils peuvent entendre ce que vous devez échanger avec eux. De la même façon, veuillez prendre soin de mon entourage. Il me connaît et vous éclairera sur ma personne. Il est aussi pétri de crainte et de représentation. Néanmoins, il cherche à m'accompagner et souhaite, comme vous, faire de son mieux. Prenez le temps que vous jugerez nécessaire et suffisant pour que tous puissiez avancer de concert. Mon propos ne tend pas à vous dire de faire ceci ou de ne pas faire cela, car vous savez si votre démarche médicale est raisonnable ou obstinée. Dans le doute, d'autres professionnels peuvent sûrement vous éclairer et je vous demande simplement de vous dépasser en termes d'humanité, avec, pour et peut-être même contre autrui, si la situation le commande. Cherchez toujours à ce que votre action vise le meilleur possible. Ma dignité intrinsèque est inaliénable et je ne risque donc jamais de la perdre. C'est votre posture de médecin ici qui est convoquée et que finalement je protège en vous laissant maître et esclave de votre décision. Je vous condamne donc à être libre dans votre jugement et vos décisions pour viser le plaisir et jamais la douleur. Que je puisse jouir ad libitum et sans souffrir cette vie qui finit. Bien à vous. Qu'il me soit donné la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et surtout d'être capable de faire la différence entre les deux. Et donc ça parle à tout le monde. Ça parle aux soignants, ça parle aux soignés, ça parle aux proches. Et dans cette idée où chacun doit s'interroger sur ce qu'on peut changer, sur ce qu'on ne peut pas changer, et surtout d'essayer ensemble de faire la différence entre les deux, cette alliance doit permettre un apaisement et un accompagnement digne de ce nom. Et je vous remercie d'avoir été aussi patient dans votre écoute. Et je vous remercie et nous sommes donc tout de suite pour vos questions. Merci. Oui, bonsoir. Je suis venu écouter mes amis et surpris, agréablement surpris, et j'ai appris aussi avec vous, parce que vous avez dit des choses tout à fait passionnantes. Alors,
Oui, mais si vous y allez avec cette intention, madame, l'intention de reconnaître cette dignité, d'honorer cette personne de cette manière-là, ça va se ressentir, à mon avis. C'est ce mouvement-là qui va se ressentir, pas forcément de manière consciente, je ne suis pas psychiatre, moi, mais les choses vont quand même passer d'une manière ou d'une autre. Ces personnes sont très sensibles, généralement, et même dans ces états de démence évolués, on a une sorte de perception fine des sentiments de l'autre. Petite remarque alors sur d'autres aspects, les directives anticipées, formidables. Moi, je trouve qu'elles sont une excellente réponse aux inquiétudes qu'on peut avoir actuellement en termes de codification excessive, disons, de l'accompagnement de la fin de vie avec directives anticipées contraignantes, par exemple. Vous pouvez bien préciser vos craintes et votre éthique. Alors, si je disais ça c'est bien et ça c'est mal, on ne ferait pas de l'éthique, on ferait de la morale. Et ça, c'est pas notre intention. Notre intention n'est pas de moraliser un discours, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est vraiment pas notre intention. Notre intention en termes d'espace éthique et pour tous les partenaires qui construisent cet espace éthique, c'est de s'interroger. Est-ce que ça c'est vraiment bien, est-ce que ça c'est vraiment mal? Et de continuer à essayer de penser le meilleur possible pour notre humanité. Donc c'est en cela qu'on ne rejette en aucune façon un discours divergent du nôtre. Alors c'est vrai que là, dans l'espace éthique, on va retrouver des personnes qui sont, par exemple, à Réseau Palide, au réseau de santé, et donc qui sont participants, des acteurs du soin palliatif, et donc ils vont prôner le soin palliatif contre le suicide assisté, contre l'euthanasie, évidemment. On va avoir des personnes qui sont diplômées, qui font partie de l'espace éthique, avec des diplômes interuniversitaires sur l'éthique, avec des diplômes universitaires sur les soins palliatifs. Donc toutes ces personnes-là vont militer pour le soin palliatif et l'accompagnement jusqu'au bout avec le meilleur possible. Et quand je dis combattre, c'est aussi combattre la douleur, combattre tout ce qui pourrait rendre une vie avec une représentation indigne. C'est ça notre combat. On a des bénévoles qui sont là aussi pour accompagner en fin de vie dans les soins palliatifs. Nos trésors d'humanité, ils sont à nous, il nous appartiennent de les mettre en œuvre. La loi risque de nous empêcher d'extraire encore des trésors qui méritent d'être travaillés, d'être extraits. La loi, elle avance, elle évolue. Ces évolutions nous font craindre de vouloir ressembler aux pays voisins qui ont légiféré pour l'euthanasie. Quand je dis craindre, parce que je crois que quand on a légiféré pour l'euthanasie, et les chiffres en tout cas du nombre d'euthanasies qui sont pratiquées dans ces pays qui ont légiféré en fonction, nous montrent qu'il y a une augmentation de l'euthanasie aujourd'hui dans certains pays. Mais qu'il y a toujours des euthanasies qui ne passent pas par les bons faisceaux, par les faisceaux légaux. Donc ça ne règle pas tous les problèmes non plus. Excusez-moi, une question très importante. Qu'est-ce que peut faire une personne pour prévenir si elle se retrouvait en maladie, ou pour demander demander pour sa fin de vie les conditions dans lesquelles elle veut que ça se passe? Qu'est-ce qu'elle peut faire? À sa famille, à son médecin traitant. On peut le déposer chez un notaire, on peut arriver dans un hôpital en disant moi, à ce jour, aujourd'hui en rentrant, je souhaite que vous preniez en compte les directives anticipées si jamais il se passe quelque chose et que je ne puisse plus lire ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Elles sont prises en compte comme avis dans une décision médicale pour prendre justement des décisions de sédation ou d'arrêt de traitement ou de reprise de traitement. Les directives anticipées sont prises en compte, toujours. La nouvelle loi prévoit un registre pour ces directives anticipées. Mais pour l'instant, c'est un... Il faut rappeler qu'elles peuvent être remises en cause n'importe quand. Tout à fait. Elles sont révocables à tout moment. Elles sont valables 3 ans. Et elles sont révocables à tout moment. C'est fondamental. Bernard, au fond, le micro. Ces directives anticipées ne sont pas opposables et la nouvelle loi risque, encore une fois j'utilise un vocabulaire qui ne va pas bien, elle risque de devenir opposable.
revêtir deux formes. Soit on est une personne qui n'est pas au fait de quelques diagnostics mettant en jeu la vie, soit on est dans une situation où on peut grossièrement prévoir quel va être l'itinéraire, avec bien sûr des personnes compétentes. J'imagine que les personnes qui ne sont pas dans le domaine de la santé n'ont pas tellement une idée forcément de la manière dont les choses peuvent se passer. Et là, il y aurait un deuxième formulaire qui serait les patients conseil d'État. Voilà, nous en sommes là. En fait, très généralement, la préférence des gens qui s'intéressent aux directives anticipées en termes de soignants, ça serait plutôt des consignes anticipées, c'est-à-dire des directives qui seraient rédigées dans une perspective relativement traçable, puisqu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment je vais mourir, si ça sera un cancer, un infarctus du myocarde, si je vais me tuer en moto en rentrant, là ce soir, je ne sais pas du tout comment je vais mourir. Donc nous sommes dans un inconnu absolu, alors que si je sais par exemple que j'ai un cancer du pancréas et qu'il est grave, ce qui est malheureusement très souvent le cas, on peut imaginer un itinéraire de manière quand même plus tracée. Alors ça c'est des directives anticipées qui pour l'instant sont faites sur une feuille libre, mais qui vont avoir apparemment un formulaire à deux volets en fonction de la situation que je vous ai indiquée. Et deuxième élément que je voudrais signaler, c'est bien sûr la personne de confiance. Les directives anticipées sont un écrit révocable à tout moment, c'est ce qui a été dit, qui est peut-être fait devant deux témoins si on est en incapacité d'écrire, par exemple. Bon, ben ça c'est un détail, disons, de la procédure. Il faut être sûr aussi que ces directives vont bien parvenir aux personnes qui vont être patients, et ça paraît idiot, mais c'est quelque chose qui est très important, et qui a justifié un registre national qui n'existe pas encore, qui va être fait, même si on a récusé que ça soit sur la carte vitale. Et enfin, la personne de confiance, qui est une personne qui ne nous représente pas dans la dernière loi, et dans la petite loi, c'est le terme de témoin, et le témoignage qui est mis en valeur, c'est-à-dire que cette personne ne peut pas nous représenter comme un tuteur, par exemple, nous représente, mais par contre, elle est chargée de témoigner de ce que nous aurions, nous, pensé, en tant que personne, si on avait été en capacité de comprendre et de s'exprimer sur la situation de santé dans laquelle on se trouve. Voilà. Comme vous verrez ce petit logo là, au fond d'affiche, dernièrement c'était indésirable autour du problème de la sexualité des personnes en situation de handicap, que ce soit de handicap mental, handicap physique. Il y avait le petit logo qui montrait que c'était une cinétique et donc qui, après un débat, au même titre que tous les débats que nous faisons, l'espace éthique ne parle pas que de fin de vie, parle aussi de tous les problèmes de société et peut-être saisi, je dis ça aux soignants ou aux institutions ou associations qui ont parfois des problèmes éthiques ou des personnes qui travaillent à domicile aussi et qui ne savent pas trop comment détricoter tout ça, ben vous pouvez nous saisir et on va essayer de réfléchir à plusieurs, de convoquer des personnes expertes pour essayer de donner des avis ou des orientations. Ça peut se faire dans les comités d'éthique de chaque établissement, mais ça peut se faire aussi à une autre dimension, donc dans l'espace éthique dans le Nord. Si vous vous retournez derrière, il y a des boissons, tout ça, pour continuer à discuter. Merci d'être venu.